Donc, je disais que, excusez-moi, je disais que après, nous avons le ribosome qui va sélectionner, ou recruter dans les cytoplasmes les acides aminés qui vont intervenir dans la synthèse de protéines ou qui vont constituer cette longue chaîne polypeptidique qu'on appelle protéines. Les protéines sont le produit ultime des gènes. Elles sont responsables des propriétés particulières des êtres vivants. La nature variable des fonctions biologiques vient du fait qu'il existe 20 acides aminés différents. Pour une protéine, par exemple, de 100 acides aminés, il peut y avoir à chaque position l'un quelconque de 20 acides aminés possibles, ce qui permet d'imaginer 20 exposants 100 protéines différentes ayant 100 acides aminés. Regardez ces tableaux qui nous représentent les codes génétiques avec le 20 acides aminés. Nous avons le cas de la sérine. La sérine, qui est un acide aminé, peut avoir comme triplet ou anticodon UCU, UCC, UCA, UCG. Proline. CU, CCC, CCA, CCG. Comment est-ce qu'on obtient cela? Nous avons ici le C avec C, donc CC, donc C ici, C, et nous sommes là, et C, ça fait CC. Alors, pour le cas de U, c'est U. U, C et U. Voilà. L'évolution a trié au sein d'une famille des molécules dont la diversité structurelle est énorme, celles qui sont adaptées au maintien des systèmes biologiques. La classe la plus nombreuse des protéines est celle des enzymes. Vous voyez, voilà ce schéma ici, vous voyez, conformation tridimensionnelle d'une protéine. Ces molécules servent de catalyseurs biologiques permettant aux réactions biochimiques de se réaliser à des vitesses compatibles avec les conditions de la vie sur la Terre, en abaissant l'énergie d'activation des réactions. Les enzymes permettent au métabolisme d'être actif à la température du corps. Il existe un grand nombre de protéines, autres que des enzymes. Rappelez-vous du tableau que je vous ai présenté lorsque j'ai parlé de composés organiques le premier jour, au premier chapitre. Rappelez-vous de ce tableau. Il existe un grand nombre de protéines, autres que des enzymes, dont l'existence et la fonction sont cruciales pour les cellules et les organismes. On peut citer, rappelez-vous toujours du tableau, on peut citer les globules, pigments transporteurs de l'oxygène dans les globules rouges, l'insuline, hormone pancréatique, qui joue le rôle de régulation du sucre, les collagènes, protéines du tissu conjonctif, la kératine du cheveu, les ongles aussi, qui jouent le rôle de soutien, les histones intégrées dans la structure chromosomique chez les eucaryotes, l'actine et la myosine, protéines des cellules contractiles des muscles, les immunoglobulines, les anticorps du système immunitaire. C'est
dans l'énorme potentiel des structures tridimensionnelles possibles des protéines qu'il faut voir leur capacité à pouvoir assumer une telle variété de fonctions. Chaque conformation, telle que vous voyez dans ces tableaux, chaque conformation tridimensionnelle résulte de l'enchaînement linéaire ou séquence des acides aminés formant la chaîne peptidique. Cette séquence correspond elle-même à l'enchaînement linéaire des triplets. Si les triplets, dans ces tableaux-ci, par exemple, UUU, UCU, des triplets, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, déjà, je vous ai montré séquence des triplets correspond à l'enchaînement des triplets dans le gène sur l'ADN tel qu'il est transféré sur l'ARN. En conclusion, c'est bien l'ADN qui détermine l'ARN messager, qui détermine à son tour la protéine. Quand une protéine est synthétisée, son action et son site d'action dans la cellule sont à l'origine d'un phénotype. Et je voulais ainsi dire qu'il existe une liaison entre génotype et phénotype. C'est le cas de la drépanocytose que nous allons voir un peu dans les lignes qui suivent. Quand une mutation affecte un gène, elle peut conduire à l'absence ou à l'altération de la fonction de la protéine correspondante. Et de ce fait, à une variation d'un caractère dans lequel le gène est impliqué, par l'émergence d'un nouveau phénotype pour ces caractères. La drépanocytose ou anémie falciforme, car les globules rouges prennent une forme de fossile, est causée par une variante mutée de l'hémoglobine. Regardez un peu bien ce tableau-ci, voir cette figure, je voulais dire, voir cette figure ici. L'hémoglobine est une protéine composite formée de deux chaînes alpha-globine et de deux chaînes bêta-globine, chacune étant les produits d'un gène différent. La mutation responsable de la drépanocytose touche les gènes de la bêta-globine et conduit à la substitution d'un de 146 acides aminés. L'acide glutamique en position 6 par un autre invaline. La séquence partielle du gène pour les allèles normales et mutées et des codons sur le messager sont illustrés comme suit. Voilà, ici nous avons une séquence de bêta-globine normale, voilà cette séquence. Et l'ARN messager, donc nous avons T, G, A, thymine, guanine, adénine, guanine, adénine, cytosine, thymine, cytosine, thymine, cytosine. L'ARN correspondant, l'ARN messager correspondant, nous avons A, donc thymine, donc nous avons le A, adénine, cytosine, uracile. Et ça, c'est la règle des Chargraff. Donc, nous avons, ça c'est le groupe à fonction, n'est-ce pas, des nombres de ponts hydrogènes. Donc, 2 ponts hydrogènes ici, 3 ponts hydrogènes, et ça, c'est la règle de Chargraff. Nous avons cytosine, uracile, guanine, adénine, guanine. Guanine, adénine, guanine. Et les acides aminés correspondant à cet ARN messager, les acides aminés recrutés ou sélectionnés par les ribosomes
pour adénine, cytosine, uracile, nous avons ceci, regardez dans le schéma, dans notre tableau, ACU, ACU, et ACU correspond à thréonine. C'est ce que nous avons ici, thréonine comme acide aminé, dans bêta-globine normale. Nous avons aussi CCU, lorsque nous regardons dans les codes génétiques, CCU, c'est proline. Donc, thréonine, premier acide aminé dans bêta-globine, thréonine, proline, et ce que nous avons ici, c'est la liaison peptidique. Ça, c'est les dipeptides. Alors, continuons. Nous avons GLU, donc GAAA, donc qui correspond à CTC, cytosine, thymine, alanine. GAG, lorsqu'on regarde dans les codes génétiques, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'acide glutamique. Donc, continuons. C'est la même chose. Donc, nous avons donc comme, n'est-ce pas, la chaîne polypeptidique correspondant à la bêta-globine normale. Nous avons thréonine, proline, acide glutamique, acide glutamique. Ça, c'est bêta-globine normale. Alors maintenant, lorsque cette partie, parce que nous avons vu, rappelez-vous, que c'est cette molécule qui subit la mutation. Lorsqu'une mutation survient, à ce moment-là, nous avons l'anémie falciforme. Nous avons le globule qui change, qui prend la forme de S. Mutante bêta-globine. Voici la chaîne, je vais enlever ceci pour que ce soit visible. Voici la chaîne. Pour l'ADN muté, voilà, c'est la même chose. Mais où se trouve le vrai problème? La mutation, ça se situe à quel niveau? Voici la reine. Tout est normal, sauf, voilà. Donc, ici, à la place de A, adénine, à côté de thymine, nous avons le U, uracile. Donc, par le fait que l'adénine est remplacée par l'uracile, il y a une mutation de l'adénine à uracile, c'est ce qui est à la base de l'anémie falciforme. Et qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons le même base, idem, comme dans bêta normal, mais le A, le θ qui devient l'état ou le TA qui devient TU va donner valine. Valine, lorsqu'on regarde ici, valine est là, c'est ça ici, valine. GUG, GUG, et ça correspond à quoi? À valine. Donc, nous avons ici une mutation de l'acide glutamique qui devient valine. Et ces changements de ces deux acides aminés ou de ces nucléotides, le A à U, qui est à la base de cette forme. Donc, il y a bel et bien une relation entre phénotype et il y a une relation entre phénotype et génotype. Donc, la forme que nous obtenons ici, cette forme est due à ces changements ici des nucléotides qui donnent au globule rouge la forme falciforme que nous avons ici. Donc ici, nous avons le globule rouge dans un état normal, ici, ovale, et nous avons la forme falciforme due à la mutation de A à U. C'est ça. C'est donc ça. Alors, vous aurez ici des exercices. L'assistant va vous donner beaucoup d'exercices en rapport avec ça. Comment est-ce qu'on peut trouver, à partir des chaînes polypeptidiques, le nombre de protéines qu'on peut trouver à partir de l'ADN X, on vous donne et vous essayez un peu de trouver. Donc ici, déjà, vous voyez le schéma.
Ici, cette étape ici, de l'ADN à l'ARN, c'est ça qu'on appelle la transcription. Et nous avons, lorsque nous avons déjà l'assemblage des acides aminés, on appelle ça élongation. Donc, nous avons ici thréonine, proline, c'est l'élongation de la chaîne. Donc, nous avons le ribosome joue 3 rôles. Nous avons l'initiation, nous avons l'élongation et nous avons enfin la terminaison. Ça se fait avec, et c'est ça qu'on appelle la lecture, la traduction de l'information génétique, la traduction de l'ARN messager, initiation, élongation et terminaison. Initiation, ça commence souvent avec l'acide aminé méthionine et il y a des liaisons peptidiques qui se forment. La formation des liaisons peptidiques se fait avec la production d'une molécule d'eau. Par exemple, thréonine avec proline, lorsque vous avez formation, il y a donc, rappelez-vous, je vous ai montré cela dans le premier chapitre quand je vous ai parlé des acides aminés, j'avais dit que nous avons, la liaison s'est faite entre, par exemple, le groupement hydroxyle le groupement carboxyle de premier acide aminé avec l'hydrogène du groupement amine, le deuxième acide aminé. Donc, ce qui implique la formation d'une molécule d'eau et de la liaison peptidique entre deux acides aminés. L'ensemble des liaisons peptidiques, on parle donc de liaisons polypeptidiques ou une chaîne polypeptidique. Alors, ça est expliquer brièvement les différentes étapes de la synthèse de l'ARN ou de la transcription. De la même façon que se forme la protéine, pour l'ARN, pour arriver à l'ARN. Donc ici, nous avons parlé de protéines, mais pour arriver à cette étape-ci, de l'ADN à l'ARN, il y a des étapes. Donc, de cette molécule à ça, nous avons, comme de protéines, nous avons l'initiation, l'élongation et nous avons la terminaison. Pour les ARN des eucaryotes, il y a aussi la maturation de l'ARN, une étape de plus qui s'ajoute. Et on va essayer de voir ça vite là. Alors, dans l'initiation de l'ARN, je vous rappelle que nous sommes ici, mes amis. Donc, nous sommes dans cette étape. Nous sommes là. Donc, de passage de l'ADN à l'ARN messager. On a tout parlé, mais ici, nous sommes dans cette étape ici. C'est un petit détail que je vous donne. Pour passer de TGA à ACU, pour obtenir ceci, voici les différentes étapes qu'on doit. Donc, il y a l'initiation. Et à quoi consiste l'initiation? Le démarrage de la transcription de l'ARN par une ARN polymérase. Donc, toutes les réactions qui se passent dans l'organisme, il y a toujours l'intervention, comme nous avons dit, que d'abord, il y a, de toute façon, ce sont donc des protéines, des enzymes qui catalysent les réactions et qui sont majoritaires dans les enzymes sont de protéines qu'on trouve en grand nombre parce qu'elles diminuent l'énergie d'activation. Nous avons vu ça. Et l'enzyme qui intervient dans la transcription, dans l'initiation, c'est l'ARN polymérase qui effectue au niveau d'une séquence spécifique de l'ADN ce qu'on appelle promoteur. Donc, c'est dans cette séquence spécifique de l'ADN que l'initiation, la formation de l'ARN commence, cette séquence qu'on appelle, là où l'ARN commence, dans cette séquence où l'ARN commence, la synthèse de l'ARN commence, on appelle ça promoteur. Promoteur, c'est là où il y a l'initiation, la transcription de l'ARN commence. Alors, voilà, ça c'est le détail, c'est la partie de l'ADN où la séquence des protéines commence. Ça, c'est la constitution du promoteur. Dans cette chaîne de l'ADN, les promoteurs, c'est exactement une partie qui était riche en adénine et thymine. Et ces promoteurs s'appellent boîte tata. Boîte tata, c'est-à-dire que boîte constituée de la thymine,
adénine, thymine, adénine. Ici, chez les eucaryotes. Les eucaryotes, ce sont des cellules avec le vrai noyau. Donc, pour obtenir l'ARN, à partir de l'ADN, l'initiation, la formation de cette molécule commence dans cette séquence qu'on appelle promoteur. Un promoteur pour les eucaryotes est constitué de cette séquence qu'on appelle TATA. Promoteur chez les cellules telles que nous sommes constitués de cellules, le vrai cellule, avec les noyaux qu'on peut bien distinguer dans les cytoplasmes. On appelle aussi TATA chez les eucaryotes ou boîte de Pridnow ou TATA box chez les bactéries. Donc, TATA chez les prokaryotes et TATA thymine, adénine, thymine, adénine, adénine, thymine, boîte chez les bactéries. Donc, chez le prokaryote, c'est TATA. Chez les eucaryotes, c'est TATA. Chez les prokaryotes, c'est TATA. Donc, nous avons, ça, c'est la différence entre prokaryotes et eucaryotes. Parce que les deux organismes synthétisent les protéines. Alors, le facteur de transcription favorisant le recrutement de l'ARN polymérase sur le promoteur est l'ouverture du duplex de l'ADN. Donc, rappelez-vous, l'ADN contient deux brins. Nous avons aussi d'autres molécules qui interviennent qu'on appelle le facteur de transcription. Et le rôle de facteur de transcription, c'est l'ouverture, c'est la séparation de deux brins d'ADN. Parce qu'il faut que les deux brins soient séparés pour qu'il y ait copie, pour qu'il y ait transcription en ARN messager. Deuxième étape après donc l'initiation, il y a l'élongation. C'est exactement comme la synthèse des protéines. Ça, c'est une étape qui précède la synthèse des protéines. Il y a l'élongation. Parce qu'avant qu'il y ait synthèse des protéines, on ne peut pas avoir, n'est-ce pas, la synthèse des protéines s'il n'y a pas synthèse de l'ARN. Les ribosomes ne peuvent pas lire, l'ADN. Parce que d'abord, les ribosomes ne se trouvent pas dans la membrane nucléaire, dans les noyaux. Les ribosomes sont dans les cytoplasmes. Donc, pour que le message que le message que nous avons dans les noyaux, dans l'ADN soit lu, il faut absolument qu'il se forme d'abord l'ARN messager. Donc, c'est l'ARN messager qu'on utilise pour le vaccin contre la COVID-19. Donc, on ne peut pas, il n'y a pas de synthèse, c'est l'intermédiaire, n'est-ce pas, entre le message contenu dans les noyaux. Comme nous avons dit que les noyaux, l'hérédité, c'est grâce à l'ADN que nous avons l'hérédité, c'est l'ADN qui contient les informations génétiques. Mais pour que ces informations soient lues, il faut absolument qu'il y ait un intermédiaire qu'on appelle ARN messager. Alors, l'élongation, c'est comme nous avons vu pour le protéine. L'élongation, c'est quoi? C'est l'ajout de nucléotides. C'est une chaîne polynucléotidique. L'ARN est une chaîne polynucléotidique. Alors, pour qu'il s'ajoute des nucléotides, nous connaissons déjà la composition, la différence, on a vu la différence entre les nucléotides de l'ADN et les nucléotides de l'ARN. On a vu ça. Nous avons, rappelez-vous, la différence dans la composition de bases azotées. On a vu que pour l'ARN, nous avons l'adénine, nous avons la guanine, nous avons la cytosine et nous avons la thymine. Rappelez-vous. Et pour l'ARN, ça c'est pour l'ARN, pour l'ADN, nous avons dit, nous avons la thymine, nous avons la guanine, nous avons la cytosine et il y a la thymine, n'est-ce pas, est remplacée par l'uracile dans l'ARN. Donc, il n'y a pas de thymine dans l'ARN. Ça, vous rappelez. Alors, la transcription de l'ARN ou l'élongation de la chaîne de l'ARN, l'élongation des nucléotides, l'ajout des nucléotides se fait de l'extrémité,
5 vers 3. Le 5, c'est quoi? Les 3, c'est quoi? C'est l'atome de carbone. Donc, l'élongation se fait au niveau des atomes de carbone. Carbone 5 et carbone 3. Parce que d'abord, dit que ce sont de pentoses. Ce sont de molécules constituées de sucre avec 5 atomes de carbone. Et le 5, c'est l'atome de carbone 5, le carbone en position 5, et les 3, c'est le carbone en position 3. Et l'élongation se fait toujours. Donc, il n'y a pas d'élongation en position 2, ni en position 1. L'élongation se fait toujours au niveau de l'hydroxyle, n'est-ce pas, du carbone en position 5 ou en position 3. Donc, le 5, c'est quoi? C'est la position du carbone. Dans le cycle, dans la molécule, regardez, vous allez voir dans le chapitre que je vous ai montré des molécules, regardez la forme, comment se présente, n'est-ce pas, les riboses, comment se présente les riboses, cette molécule à 5 atomes de carbone. Alors, en utilisant l'un des 2 brins de l'ADN comme matrice et des ribonucléiques triphosphate. Ça, ce sont 2 molécules qu'on utilise comme précurseurs. Alors, la terminaison, maintenant, la terminaison, chez les bactéries, le mécanisme principal de terminaison fait intervenir une structure particulière de l'ARN. Et cette structure particulière, il faut bien retenir, on l'appelle les terminateurs. Les terminateurs. Structure particulière qui, dès que cette structure arrive déjà, on dit qu'il s'agit de terminateurs. Dans la synthèse des protéines, on parle de codon stop. Il y a le codon stop dans la synthèse des protéines. Lorsque nous avons dit à dépasser cette étape ici, lorsque les ribosomes interviennent, généralement les ribosomes commencent l'initiation de la protéine, la lecture commence, le recrutement, c'est d'abord la méthionine qui commence comme dans l'initiation de la protéine. Ici, dans la formation de l'ARN qui vient avant la lecture, parce que le ribosome doit lire cet ARN messager, la terminaison intervient lorsqu'on obtient une structure particulière de l'ARN qu'on appelle les terminateurs, composée d'une tige boucle stable suivie d'une série d'uridines. Donc, suivie d'une série d'uridines. Donc, ça, c'est à retenir, ça c'est très important. Là, quand déjà nous avons cette tige boucle stable suivie d'une série d'uridines, vous allez déjà, là, soyez sûr bien que vous êtes déjà dans la terminaison. Donc, vous pouvez aller sur Google, vous mettez tige boucle de l'ARN. Si vous mettez les terminateurs dans la transcription, vous aurez beaucoup d'informations sur ça. Vous allez voir comment ça se présente. Alors, lorsque l'ARN polymérase synthétise cette séquence, les repliements de la tige d'ARN provoquent une pause de la polymérisation. Donc, c'est ça. C'est un peu comme l'inhibiteur. C'est comme un message qui arrive pour dire que voilà, on arrive à la fin. L'ARN qui n'est plus appareillé à l'ADN matrice que par une série d'appareillements AI faibles se détache sans intervention d'autres facteurs protéiques. La terminaison peut aussi se faire via l'intervention d'un facteur protéique spécifique qu'on appelle le facteur Rho. Donc, lorsque vous avez ceci, donc la terminaison peut aussi se faire via l'intervention d'un facteur protéique spécifique qu'on appelle le facteur Rho. Ça, c'est, nous sommes en train, on a parlé de l'initiation. Retenez de quoi on a parlé dans l'initiation, comment se forme l'ARN messager. L'élongation, ça se passe comment? Qu'est-ce qui intervient dans l'élongation pour le cas des eucaryotes et des prokaryotes? Et comment se fait la terminaison? Et tout ce que vous voyez comme ces facteurs ici, dès que ces facteurs manquent, l'ARN devient difficile de la lecture par les ribosomes. Parce qu'il faut que l'ARN soit formé de cette façon pour qu'il soit lu par les ribosomes.
Alors, chez les eucaryotes, la terminaison de la transcription par l'ARN polymérase 2 est couplée à la polyadénylation. Donc, chez les eucaryotes, la terminaison de la transcription par l'ARN polymérase D est couplée à la polyadénylation. Cette molécule ici, vous allez voir la composition. Donc, cette étape ici, nous sommes déjà dans l'étape de maturation de l'ARN. La maturation de l'ARN. C'est une étape très importante. Cette maturation qu'on appelle la polyadénylation est très importante. Pourquoi? Parce que la polyadénylation que vous voyez ici, c'est un complexe. Deux complexes protéiques, voilà, ça c'est le nom, reconnaissent les signaux de polyadénylation. Voilà, ça c'est la structure qui s'ajoute à la fin de l'ARN. Cette structure que vous voyez, ces structures que vous voyez ici, mes amis, qui sanctionnent la fin de la formation de l'ARN est très importante pour la lecture de l'information par les ribosomes. C'est ça qui permet, chez les eucaryotes, la lecture de l'ARN messager. L'ARN sans cette séquence à la fin ne peut pas être lu par les ribosomes. Ça ne peut pas être lu. C'est une structure, une séquence, je voulais dire, très, très importante qui facilite la lecture de l'ARN messager par les ribosomes. Sans cette séquence, l'ARN messager n'est pas reconnu, ne sera pas reconnu par les ribosomes, parce que l'ARN doit être reconnu par les ribosomes pour qu'il soit traduit. Et ça, cette polyadénylation chez les eucaryotes, ça ne peut pas marcher. Il clive l'ARN messager, induit le détachement de la polymérase de l'ADN et recrute la poly-A polymérase qui va ajouter la queue poly-A. La queue poly-A, voilà ici. Dans la maturation, nous sommes déjà dans la maturation, la queue poly-A. Donc, lorsque nous avons l'ARN messager avec cette queue poly-A, cet ARN peut être lu. On doit retenir ceci. La présence de poly-A permet au ribosome de reconnaître cet ARN messager et sa lecture chez les eucaryotes. Mais par contre, la présence des poly-A chez le prokaryote, la présence des poly-A chez le prokaryote, cette maturité, lorsque le poly-A s'ajoute, entraîne la destruction de l'ARN messager, la mort de la bactérie. Donc, pour les eucaryotes, ça facilite la lecture de ribosomes, mais pour le prokaryote, ça entraîne la mort ou la destruction ou la destruction de la cellule bactérienne. Lecture pour les eucaryotes, facilitée par le poly-A, la queue poly-A chez les eucaryotes, mort de la bactérie suite à la présence de poly-A. C'est cette question-là, j'étais en train de me poser une question de savoir, on a fait beaucoup de discussions là-dessus pour savoir, mais lorsqu'on administre un vaccin avec l'ARN viral, je me pose toujours la question, est-ce que l'ARN viral a aussi le poly-A? Mais si l'ARN viral n'a pas de poly-A, ça signifie que la lecture
par les ribosomes de la cellule hôte serait difficile et par conséquent, la synthèse des protéines ou les anticorps ne peut pas avoir lieu. Et ce n'est pas ça qui pourrait justifier l'inefficacité du vaccin à ARN qu'on nous administre. Ça, c'est la question que je me posais toujours, mais peut-être les recherches pourront confirmer cela. Alors, nous avons toujours dans la maturation de la reine la coiffe. Regardez dans ce schéma, ça coiffe poly A, intron éliminé. Ça, nous sommes déjà dans la phase de maturation. Voilà ce qui s'ajoute comme séquence dans la maturation de la reine. Nous avons bien retenu la coiffe à 5 primes, poly A 3 primes, intro éliminé. Donc, c'est ça, ce sont des séquences qui s'ajoutent. Donc, vous avez déjà l'ARN qui est déjà formé, mais qui subit la maturation. Lorsqu'il y a maturation, lorsque cette séquence s'ajoute chez les eucaryotes, ça facilite sa lecture par les ribosomes. Mais par contre, chez les prokaryotes, c'est la mort de la bactérie. Alors, nous avons aussi la coiffe. Rôle de la coiffe. La coiffe augmente la stabilité de l'ARN en les prolongeant, en les protégeant contre la dégradation par des exonucléases. Ça, c'est le rôle de la coiffe. Donc, vous avez l'ARN qui est déjà formé, mais il y a une séquence qui s'ajoute pour protéger cette ARN. C'est l'ARN. L'ARN est protégé par cette, n'est-ce pas, augmente la stabilité en les protégeant contre la dégradation par des exonucléases. Des enzymes qui peuvent décomposer encore pour que l'ARN ne soit pas décomposé. Il y a cette séquence qui s'ajoute pour le stabiliser. Cette coiffe-là également permet aussi le recrutement des facteurs d'initiation de la traduction nécessaire à la fixation des ribosomes sur les ARN messagers cellulaires. La coiffe est donc essentielle à la traduction de la plupart des ARN messagers. Donc, comme poly A, chez les eucaryotes, la coiffe est aussi essentielle à la traduction de la plupart des ARN. Donc, sans la coiffe, l'ARN formé devient instable et peut être, n'est-ce pas, détruit par les exonucléases à tout moment. La polyadénylisation, ça nous avons dit, chez les eucaryotes, la polyadénylation des ARN est nécessaire à leur traduction par les ribosomes, ça nous avons dit, et participe à leur stabilisation. Ça, je l'ai dit. Alors, la queue poly A est en particulier reconnue par le PAB, poly A, binding protein, protéine de liaison de la poly A. Alors, chez les bactéries, et dans certains, ça je l'ai déjà dit, chez les bactéries et dans certaines mitochondries, la polyadénylation des ARN est au contraire un signal de dégradation. Ça, je l'ai dit. Donc, chez les prokaryotes, ça facilite la lecture de ribosomes, ça c'est chez les eucaryotes, et chez le bactérie et mitochondrie, ça entraîne, n'est-ce pas, la dégradation ou la destruction. Rappelez-vous que parfois, on assimile le bactérie aux mitochondries. On dit même que l'origine de bactéries, des mitochondries est bactérienne. Rappelez-vous, ce sont de l'organite, mitochondrie organite qui intervient dans la production de l'énergie dans la cellule. Et ça se ressemble beaucoup plus avec une bactérie. Et la présence des dans la maturation de l'ARN messager, lorsqu'il s'ajoute cette séquence qui correspond à la queue poly A, il y a ce qu'on appelle dégradation. Nous allons... on a parlé donc de la mitose avec l'interphase et nous allons essayer d'aller encore plus vite pour parler de la méiose
et reproduction. Et ça sera juste après les 40 minutes